tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Check-up, votre magazine santé et bien-être. Ce mois-ci, nous parlerons de la vaccination des tout-petits. La Sécurité sociale des Yvelines lance une campagne de prévention à la rentrée. Mais tout d'abord, le premier sujet, le rendez-vous régulier. Chaque mois, nous partons en immersion dans l'un des services de l'hôpital privé de l'Ouest parisien de Trappes. Cette fois-ci, nous avons suivi le quotidien du service du bloc opératoire. Élodie Moine pour les images. Les patients se succèdent à l'unité SOS Main. Le parcours démarre ici. Ils sont installés sur des brancards et attendent patiemment leur tour. Votre prénom ? Michel. Et votre date de naissance, s'il vous plaît. 06 08 1944. Ok, merci. Très bien. Vous n'avez pas mangé, pas bu, pas fumé aujourd'hui ? Depuis ce matin à 4 heures. Ok. Tout est millimétré pour être le plus efficace possible. L'infirmière vérifie les données du patient avant de le perfuser pour créer ce que l'on appelle une voie Je d'abord. vous pose une petite perfusion du côté droit. Oui. Par cette voie, l'infirmière pourra injecter des médicaments pour détendre le patient, des antidouleurs ou encore des antibiotiques sur certaines pathologies bien précises. Sur l'autre bras, celui de la main opérée, dans 98% des cas, une anesthésie locale du bras est suffisante. En étroite collaboration avec l'infirmière qui veille en permanence sur le patient, c'est là que l'anesthésiste intervient. Je vais faire une échographie et je vais repérer les nerfs de votre bras. D'accord, hein? C'est comme ça que je vais vous endormir tout le bras, comme ça vous serez vraiment bien. Ok ? Les produits injectés sont potentiellement toxiques pour le cœur et le cerveau s'ils ne vont pas au bon endroit. Depuis l'utilisation de l'échographe en anesthésie, les doses ont été réduites quasiment par 5 par rapport aux techniques anciennes. L'anesthésiste voit ce qu'il fait, il est devenu nettement plus efficace et la procédure est devenue beaucoup moins traumatisante pour le patient. Une technique qui consiste à endormir l'ensemble des nerfs du bras en faisant une piqûre sous l'aisselle, dans ce qu'on appelle le creux axillaire, où sont regroupés en fait l'ensemble des nerfs à peu près, cette dame par exemple, 1,5 cm sous la peau. Certains produits durent 2-3 heures, les autres, ceux qui sont les plus utilisés, peuvent agir jusqu'à 26 heures. Cette technique très classique au sein de l'unité SOS Main, appelée le bloc axillaire, nécessite une bonne dizaine de minutes. Tous les patients ce matin sont obligatoirement à jeun, c'est l'un des principes de sécurité générale en anesthésie. Il faut rester vraiment extrêmement strict et faire en sorte que sur des actes programmés, les patients aient leur estomac vide, de façon à ce que s'il y a un accident, un arrêt cardiaque, une perte de connaissance sur un gros malaise vagal par exemple, on n'ait pas ce risque de régurgitation, de vomissement et d'inhalation dans le poumon qui est dramatique, puisque c'est à peu près 40% de mortalité. Donc c'est vraiment la grande psychose anesthésique. J'ai la tête qui tourne, je suis à l'ouest, je sais pas. Mais bon, après, en espérant que ça va bien se passer. La suite, elle se passe en bloc opératoire. La penseuse a eu le programme opératoire la veille. Elle a déjà préparé le matériel et nettoyé le bras du patient pour éviter les risques infectieux. L'identité du patient a déjà été vérifiée par l'infirmière et l'anesthésiste. Elle est encore une fois vérifiée en bloc avant l'opération. On intervient, monsieur Thibaut Richard, irradiation matérielle, poignet gauche. Il est à jeun, pas d'allergie. Ça va ? Romain Chassa est chirurgien depuis 15 ans. Il a fait une formation de chirurgien orthopédiste, puis il s'est spécialisé en chirurgie de la main. C'est une chirurgie en fait, il y a à la fois une chirurgie froide programmée avec de la chirurgie nerveuse et de la chirurgie d'urgence qui est assez spécifique puisqu'on est amené à réparer toutes les structures dans une main. On peut être amené à suturer une artère, donc avoir une spécialisation en chirurgie vasculaire. On fait de la chirurgie nerveuse sous microscope. On fait de la chirurgie osseuse, de la chirurgie tendineuse. Donc en fait, on doit être capable de réparer toute une partie, tous les éléments qui constituent la main au cours d'une intervention. Et c'est pour ça qu'on a une formation très précise. Chaque jour, à SOS Main, il travaille sur 3 salles à 2 chirurgiens. Ce matin-là, le chirurgien enchaîne les opérations plutôt classiques. Ici, il s'agit d'une dame qui a une arthrose évoluée du doigt. Le cartilage qui recouvre les os a disparu, son doigt est déformé et le mouvement est impossible. Il y a des choses rares, mais quand il y a des choses rares et difficiles, on a tendance soit à se mettre à 2 pour les faire, soit à s'organiser des staffs où on va valider l'intervention entre nous lorsqu'elle est rare et compliquée pour être certain de ne pas se tromper.
C'est une des caractéristiques de notre groupe, c'est de beaucoup échanger lorsqu'on a des dossiers difficiles. Il faut juste après, avant de partir, contrôler l'axe du doigt. Romain Chassagne n'a pas choisi la chirurgie de la main par hasard. Personnellement, ce qui me perturbait en médecine, c'est de ne pas arriver à soigner les gens. C'est-à-dire que dans beaucoup de pathologies, dans beaucoup de spécialités, on accompagne les gens, on fait des diagnostics et on n'a pas forcément les solutions pour les soigner ou les guérir. L'avantage de ces spécialités-là, comme l'orthopédie, c'est que c'est une pathologie traumatique le plus souvent ou de confort et on arrive à une guérison du patient. Après avoir complété le dossier du patient et rentré toutes les données matérielles sur ordinateur, la penseuse se charge de mettre les instruments à décontaminer dans ses bacs. Sur chacun d'entre eux, une feuille de suivi de stérilisation et notamment les informations concernant la maladie de la vache folle. Si jamais le patient avait des risques de contamination, le traitement à la destérilisation serait différent. Mais aujourd'hui, on compte 99% de non-risques. Le service du bloc opératoire, c'est 2000 m² avec des équipes qui travaillent en autarcie complète. Sylvie en est la responsable, elle est aussi garante de la sécurité de tous les patients. Donc en fait, nous sommes enfermés, si on peut dire ça, dans ce périmètre et nous ne sortons pas. Et il y a évidemment des mesures d'hygiène très particulières sur le bloc opératoire, avec une tenue vestimentaire, avec pas le droit de porter ni bijoux, ni vernis à ongles, et avoir chapeauté, bavette, etc. Et donc masque chirurgical. Et donc voilà, c'est un monde très particulier. Le bloc opératoire à l'hôpital privé de l'Ouest parisien de Trappes, ce n'est pas seulement SOS Main et ses circuits courts, ce sont aussi les circuits dits hospitalisation avec des blocs pluridisciplinaires répartis dans 15 salles. On y trouve tout type de chirurgie, la chirurgie vasculaire, l'urologie, la gynécologie, l'orthopédie, l'ophtalmologie ou encore la chirurgie ORL comme ici. Donc on va repositionner la cloison nasale de ce monsieur qui est déformé et du coup il respire très mal. Et puis on va lui enlever un gros polype qu'il a dans le sinus et qui déborde dans sa fosse nasale et qui l'empêche aussi de respirer. Après l'opération, pour tous les patients, y compris ceux en circuit court, passage obligé en SSPI, salle de surveillance post-interventionnelle. L'intervention s'est bien passée ? Ouais, impeccable. Impeccable, très bien. D'accord. Bon, moi je vous surveille 10 minutes, un quart d'heure en salle de réveil. Ouais. Ensuite, vous retournerez dans votre service. Ouais. Où vous aurez le droit à une collation. Vous êtes à jeun là ? Ah ouais. Très bien. C'est parti pour une petite surveillance. Le rôle premier des infirmières en salle de réveil est de rassurer les patients. En cas d'anesthésie générale, les patients arrivent intubés et ventilés. Il faut alors les extuber et surveiller leur état. En cas de souci tel qu'un arrêt cardiaque, les infirmières actionnent une alarme et les anesthésistes accourent aussitôt. Le service du bloc opératoire assure 35% d'urgence. La nuit, 3 équipes de garde se relaient. Chacune est composée d'un anesthésiste qui dort sur place, d'une infirmière de bloc qui doit être à moins de 15 minutes, ainsi que d'une aide de garde. Une fois qu'on a mis les pieds au bloc, ce qu'on est sûr, c'est qu'on n'en sort plus. Parce que c'est réellement un monde à part. Il y a une technicité, il y a évidemment du stress, parce qu'on a en charge des patients qui quelquefois sont très lourds. On peut avoir des urgences vitales, où il faut être très réactif sur ce qu'on a à faire, et il faut savoir ce que l'on fait. Des parcours chronométrés, pensés, repensés et retravaillés. Aujourd'hui, le service du bloc opératoire de l'hôpital privé de l'Ouest parisien est connu et reconnu. Son unité SOS Main très renommée. Chaque jour, environ 80 patients transitent dans ce service. La caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines rappelle l'importance de la vaccination des tout-petits. Une vaccination qui doit être faite à temps pour être efficace. C'est le message de prévention de leur campagne qui sera lancée dès la rentrée. Pour protéger votre enfant, vaccinez-le à temps. C'est le message de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines. La vaccination petite enfance comme véritable enjeu de santé publique. À la rentrée, l'organisme lancera une campagne sur l'ensemble du département où la situation est plutôt contrastée. On peut dire qu'elle est globalement assez comparable au niveau national, mais par contre, nous sommes assez nettement en retrait par rapport aux recommandations du calendrier vaccinal. C'est-à-dire que les enfants sont vaccinés, mais ils sont vaccinés souvent avec retard. À titre d'exemple, 59% des moins de 24 mois sont à jour de leur vaccin hépatite B, loin des 80% souhaités par l'État.
Un retard qui s'explique peut-être par la méconnaissance de certains parents du calendrier vaccinal. Au cours de ces 2 premières années, un enfant est beaucoup plus vulnérable à certaines maladies, telles que la rougeole ou la coqueluche. Aujourd'hui, on recommande de débuter la vaccination à l'âge de 2 mois avec un vaccin hexavalent qui comprend la diphtérie, le tétanos, le poliomyélite, hémophilus, qui sont un agent de méningite, coqueluche et hépatite B. Et le même jour, on pratique dans l'autre cuisse du bébé le vaccin contre le pneumocoque, qui est un agent infectieux qui donne des méningites sévères chez le tout petit. On commence à l'âge de 2 mois, on fait la 2e dose à l'âge de 4 mois et un rappel à 11 mois. Autre raison possible de la situation contrastée dans les Yvelines, la réticence des parents. Certains sont inquiets et se demandent par exemple si le système immunitaire de leur enfant est assez mature pour pouvoir répondre au vaccin. Je leur explique que le système immunitaire de leur enfant est stimulé de manière extrêmement précoce par de nombreux virus, bactéries qui sont dans l'air, sur la peau du bébé, dans ses intestins, et que le vaccin représente une toute petite stimulation immunitaire qui va être extrêmement bien tolérée par le vaccin. La campagne de prévention pour la vaccination des tout-petits se poursuivra jusqu'à la fin de l'année 2015. Elle sera relayée par les médecins et pharmaciens, tandis que les parents seront sensibilisés par courrier ou SMS. Check-up, c'est terminé, le dernier de la saison. L'occasion pour moi de dire un grand merci à tous ceux qui ont participé à ce magazine tout au long de l'année. Élodie Moine, William L, Patrick Jacques de Dixmude et toute la rédaction. Et surtout le monteur Pascal Joseph, un grand merci à lui. Pour moi, c'est la dernière. Je vous souhaite un excellent été à tous et comme toujours, prenez soin de vous.